me dire qu'advient-il de tout ça dans la durée. Et du même coup, j'ai mis ça en parallèle avec une remarque qu'évoquait Jean-Claude ce midi en mangeant. On a une étoile, c'est-à-dire qu'on a une vision de l'avenir, une perspective, et que c'est pour ça, au fond, qu'on travaille et qu'on est au MPEP, et que, sans doute, c'est pour ça que le MPEP s'est constitué aussi. Et il faut effectivement qu'il y ait, enfin, toute cette structure, toute cette construction intellectuelle que Jacques vous a exposée brillamment, elle est, à mon avis, indispensable. Elle est indispensable, mais comme boîte à outils. Je ne crois pas qu'on puisse mettre en équation ce genre qu'on puisse programmer ce qui va advenir, tout en souhaitant que ça advienne. Je crois qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on réussisse à trancher, enfin, oui, est-ce que nous sommes des réformistes ou est-ce que nous voulons réformer radicalement la société? Et d'une certaine manière, est-ce que nous sommes révolutionnaires? Bon, alors j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre nous, moi d'ailleurs, on est un petit peu partagés, enfin un peu inquiets à l'idée de savoir comment les choses peuvent concrètement prendre forme. Si un jour, alors même Jacques a évoqué l'éventualité des différentes modalités à travers lesquelles pourrait s'exercer le changement de pouvoir, la prise de pouvoir. Est-ce que tout d'un coup, ça va être sous une forme insurrectionnelle? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, effectivement. Donc il faut qu'on soit prêt, à tout, je crois. Et peut-être assez rapidement, hein, parce qu'il me semble aussi que le MPEP existe, parce qu'on a tous, plus ou moins, le sentiment que la situation va imposer rapidement des transformations radicales. À cet égard, si on se penche vers ce qui s'est passé au moment de la Révolution de 89, on s'aperçoit que les choses sont somme toute allées assez vite. Elles sont allées assez vite, que à la base, on nous a tous appris à l'école primaire qu'il y avait eu des réunions dans les villages avec ceux qui savaient écrire et qui rédigeaient les cahiers de doléances, qu'ensuite s'est constituée l'Assemblée nationale, les États généraux, etc., etc. On connaît l'histoire. Puis il a fallu du temps avant que s'instaure la mise en place de la République. Au moment du CNR, combien de temps a-t-il fallu pour que les choses se mettent en place? Ils se sont réunis, il nous l'a raconté, il y a eu la réunion des membres du CNR, et puis au bout de 6 mois, il a fallu mettre en œuvre le programme, ou presque, moins d'1 an. En revanche, on s'aperçoit que dans certains cas, les révolutions, on pense à 1830, on pense à 1848, de récupération par la bourgeoisie et puis échec. Donc je pense qu'il faut cette boîte à outils, hein, mais il faut aussi être prêt à répondre à des situations d'exception. Et je crois que de ça, on ne parle peut-être pas assez. La question qui est de mettre en avant le peuple, et puis aussi la question de prévoir la réaction. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans le programme, je suppose qu'en même temps, on va essayer de trouver des alliances. Et donc, on va essayer aussi de trouver des gens qui sont intéressés à continuer dans cette perspective de prise du pouvoir. Et je crois qu'à ce moment-là, disons, pour arriver à concilier le côté qu'est-ce que veut le peuple et le côté attention à la réaction, on devrait mettre en même temps, créer en même temps des comités populaires de telle manière de pouvoir réagir lorsqu'il y aura quelque chose, et c'est évident qu'il y aura une réaction du capitalisme et des bourgeois pour pouvoir arriver à bloquer ou éventuellement les dissuader d'essayer de revenir en arrière. Je ne vais pas dire tout le pouvoir
pouvoir aux soviets, mais enfin c'est l'idée dans le fond. Je sais gré à Jacques Nicolas d'avoir montré que les changements dont nous avons besoin exigeront plusieurs étapes successives. C'est là-dessus que je voudrais insister. Prenons l'image simple. Quand on bâtit un immeuble, on ne commence pas par poser le toit. Eh oui, c'est une évidence. Avant le toit, pour porter le toit, il faut des murs. Et avant de bâtir les murs, il faut des fondations. Et on ne passe pas les peintures avant d'avoir fini le gros œuvre. Ce qui est évident en bâtiment est beaucoup moins évident en politique, et pourtant c'est exactement les mêmes nécessités. Les différents changements doivent s'articuler les uns aux autres. Moi, en allant à très grand trait, très vite, je distinguerai 4 grandes étapes. 4. Vous allez voir pourquoi. La première, c'est sortir de l'Euroland, de l'Union européenne, de l'OMC et de l'OTAN. Pourquoi faut-il commencer par là? Et parce que c'est la condition de tout le reste. Il faut ces 4 sorties. Il faut ces 4 sorties pour que nous retrouvions la liberté, le droit de changer de politique dans tous les domaines. Tant que nous n'aurons pas reconquis cette liberté, nous n'aurons pas le droit de changer de politique. Voilà pourquoi il faut commencer par là. Mais il ne suffit pas d'avoir un droit. Il faut avoir aussi les moyens de changer de politique. Et voilà pourquoi, après la première étape, il faudra une deuxième. La deuxième, selon moi, ce sera de rétablir les protections frontalières, les barrières douanières que le libre-échange européen a supprimées. Rétablir vite, rapidement ces barrières me paraît indispensable pour empêcher, par exemple, la fuite des capitaux, pour empêcher l'évasion fiscale, pour empêcher une vague nouvelle de délocalisation d'entreprises, pour empêcher que nos industries, nos dernières industries, nos derniers paysans soient ruinés par des importations massives, sans droit de douane, etc. Troisième étape. Dans le passé, chaque fois qu'une gauche véritable, qu'une gauche digne de ce nom, a entrepris de changer la société, cette gauche s'est toujours heurtée à ce que j'appellerais, pour aller vite, le mur d'argent. C'est-à-dire les privilégiés, c'est-à-dire la classe dominante, c'est-à-dire ceux que l'on cherche à déposséder, que l'on cherche à vaincre. Il faut s'attendre évidemment de nouveau à une telle résistance. Elle sera multiforme. Et voilà pourquoi il serait suicidaire de ne pas tenir compte de l'expérience passée et de faire que cette résistance n'aura pas lieu. Or, je veux insister notamment auprès de Jacques Nicolas, l'idée à laquelle je tiens, à laquelle il tient moins que moi. Moi, je soutiens que les grandes entreprises, en devenant multinationales, ont acquis un pouvoir de nuisance, une puissance incomparablement plus grande que n'en avaient, par exemple, les maîtres de forge ou les maîtres des charbonnages au temps de Marx et d'Engels. Les capitalistes du temps de Marx et d'Engels étaient des souriceaux, c'était des nains à côté des grands d'aujourd'hui. Et par conséquent, le mur d'argent auquel se heurterait un éventuel gouvernement de transformation sociale, ce mur d'argent n'a jamais été aussi haut, il n'a jamais été aussi large, il n'a jamais été aussi épais. Il faut le briser définitivement. Sinon, c'est la gauche qui se brisera de plus contre lui. Alors, comment le briser? Comment le briser? Je vais très vite, parce que je n'ai pas le temps. Si je m'allonge, on va me dire que je dois conclure. Mais on y reviendra trop fois s'il le faut. Notamment, il faut le briser en commençant, à mon avis, c'est la première chose à faire, en commençant par la nationalisation de tout le secteur bancaire, de toutes les compagnies d'assurance, de tout le secteur financier. Ce dont personne ne va entendre parler, et surtout par attaque, par exemple, à l'université d'été de laquelle j'ai participé. Personne, même pas la CGT Finance, ne veut entendre parler de nationalisation des banques, vous vous rendez compte? Mais ils sont fous, ils vont pas l'ennemi. Il faudra ensuite, j'insiste de nouveau lourdement, il faudra démanteler définitivement ces multinationales. Je prends un petit peu de temps. La Constitution française, dans son préambule, dit que tout bien, toute entreprise
qui a ou qui acquiert les caractères d'institut public national ou d'un monopole de fait doit être nationalisé. Or, personne ne demande que, par exemple, de nationaliser Veolia, Suez, les grandes banques, etc. Mais c'est fou. Qu'est-ce qu'on attend? C'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État. Il faudra ensuite mettre hors de nuisance les grands industriels, notamment en nationalisant les secteurs clés de l'industrie. Voilà quelques mesures. J'ajoute, pour dissuader les entreprises et les territoires dangereuses pour la démocratie, je compte beaucoup sur un impôt progressif sur le capital. Un impôt progressif. Au-delà d'un certain capital, on prend tout. Oui. J'ajoute aussi qu'il existe désormais un quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique. Comme le disait le programme du Conseil national de la résistance, il faudra assurer le plus vite possible l'indépendance. Je ne dis pas l'étatisation, je dis l'indépendance du pouvoir médiatique. Il doit être retiré aux griffes des puissants d'argent. Quatrième étape, est-ce que je peux encore un petit peu? Si vous me dites j'arrête, j'arrête. Alors, quatrième et dernière étape. Il existe actuellement en France des gens nombreux qui demandent l'élection tout de suite d'une constituante pour changer les institutions. Je dis que c'est prématuré. Ce n'est pas le moment. C'est la quatrième étape seulement. Si nous élissions aujourd'hui une constituante, elle serait à l'image de l'Assemblée nationale actuelle, une assemblée dominée par le PSMP. J'ajoute aussi, et là je parle en marxiste, quelqu'un ici aime bien me comprendre, c'est Georges Gaston, les institutions, c'est la suprastructure qui ne fait que refléter l'infrastructure. Tant qu'on n'aura pas révolutionné la base de la société, tant qu'on n'aura pas modifié les rapports de force, il est vain de croire que nous aurons les moyens de changer les institutions d'une manière démocratique, d'une manière satisfaisante. Voilà pourquoi c'est seulement la quatrième étape. Elle doit venir après les changements révolutionnaires de l'infrastructure économique et sociale et le changement des rapports de force. Alors oui, une constituante sera à l'image du peuple nouveau, des nouveaux rapports de force. Conclusion. Ce que j'attends du MPEP, ce n'est pas qu'il se comporte dès maintenant alors qu'il sourit en partie du gouvernement et qu'il publie un programme du gouvernement nécessairement beaucoup trop technique et beaucoup trop épais pour qu'il puisse être approprié par le peuple. Ce que j'attends du MPEP, c'est qu'il se conduise modestement mais efficacement un mouvement de l'éducation et de mobilisation populaire et que par conséquent il publie un petit document modeste, quelques pages de une petite brochure montrant les diverses étapes qu'il faudra franchir et montrant leur articulation. Alors là, si le MPEP fait ça, il redonnera enfin une perspective et un espoir au peuple français qui trouvera dans cette perspective, dans cet espoir, la force de se mobiliser. Oui, dans un sens un peu différent. Dans un sens un peu différent. On vient d'assister à une présentation. On vient d'assister à une présentation d'un projet ambitieux et qui est marqué par une grande intelligence. Je pense que Jean Moulin s'y retrouverait. Ceci dit, est-ce que l'intelligence et le rationnel suffit à provoquer l'éruption de l'émancipation populaire qui est notre objet? Je veux dire que l'affectif et les valeurs affectives collectives, bon, que ce soit, il y en a énormément, l'égalité, la liberté, la désobéissance au fait, par exemple, ont été souvent décisives. Ces valeurs sont certes souvent utilisées par la droite ou par des hommes politiques qu'on a perçus comme un peu manipulateurs. Je parlais aussi bien de Mitterrand que de Sarkozy.
Mais globalement, à l'intérieur de tout un programme, si on n'y inclut pas les valeurs collectives, sociales, historiques qui le jalonnent, on risque de passer à côté de la plaque. Je dirais que sachant utiliser et prendre le peuple par ces deux dimensions, la dimension intellectuelle, certes, et les valeurs affectives, parce que sinon, ça passe au-dessus des têtes. Non, juste pour dire sur est-ce que jusqu'à où on doit aller dans le détail, etc. Je suis d'accord avec Jacques que plus on ira dans le détail sur ce programme, et mieux ça sera. Il faut faire ce travail, effectivement, que ne font plus les partis politiques. Par contre, je pense qu'il ne faut pas se priver des dépliants casinos. Parce que les dépliants casinos, si on veut être un parti populaire, les dépliants casinos, c'est déjà ça que les gens lisent quand ils les reçoivent dans les boîtes aux lettres. Donc, à mon avis, on ne pourra pas il faudra créer un document qui ne soit pas simplement un bouquin, mais un 4 pages, un 6 pages, qui condense notre programme. Je pense que ça passe par là.